Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler et vous faire un bilan sur les 2 ans de mon installation en libéral. Alors avant toute chose, je vous invite à aller regarder la première vidéo que j'avais réalisée à ce sujet, à savoir la vidéo sur les 1 an après mon installation en libéral. Et évidemment, pour ce bilan des 2 ans, va être largement mis en avant l'impact de la crise sanitaire et économique sur l'activité en libéral des psychologues. Il s'agit avant tout de mon propre bilan avec mes propres expériences et mon retour justement sur tout ce qui a pu se passer durant cette 2e année, mais vous trouverez, je l'espère, pas mal de conseils sur l'aspect pratico-pratique, notamment des téléconsultations pendant le confinement. Donc pour rappel, fin 2019, j'étais donc en libéral 2 jours par semaine, à savoir le vendredi et le samedi. Rapidement, sur la fin de l'année 2019, début 2020, j'ai souhaité ouvrir des créneaux supplémentaires en soirée, le lundi et le jeudi. Ça a été très intéressant puisque ce n'était pas du tout le même type de demande et le même type de population qui souhaitait prendre ces créneaux en soirée. C'était plutôt des jeunes actifs qui, à la sortie de leur travail en semaine, souhaitaient débuter un travail psychothérapeutique. Et donc, vous l'aurez compris, le premier confinement est venu un peu couper l'herbe sous le pied de pas mal de mes projets. Encore une fois, il y a pire dans la vie, mais c'est vrai que quand on commence à bien avoir rodé sa pratique en libéral, qu'on commence à avoir plein de projets, le fait qu'il y ait un tel gros truc sanitaire et économique qui nous tombe dessus, bon déjà évidemment c'était imprévisible, mais ça vient quand même casser une certaine dynamique. Donc j'ai fait le choix de passer en 100% téléconsultation avec l'ensemble de mes patients en libéral. Pour le coup, j'ai eu de la chance puisque la majorité des patients se sont saisis de cette possibilité. Il n'y a pas eu de discussion particulière. Ils ont dit bah ok, pas de souci, on passe en téléconsultation, pas de problème particulier. Ça a été un petit peu plus compliqué avec les enfants et avec les personnes âgées. Pour le coup, les personnes âgées n'étaient pas toutes dotées d'un dispositif leur permettant de faire un FaceTime, de faire de la caméra, etc. Donc je passais pour le coup par les appels téléphoniques. Concernant les enfants, j'amenais plutôt ça comme un jeu, comme une nouveauté. Et c'est vrai que souvent, en passant par le partage d'écran, notamment via Zoom et Google Meet, ça permettait aussi que l'enfant sur Paint puisse dessiner ou puisse même faire des jeux vidéo si c'était notamment un adolescent. Donc j'ai essayé d'instaurer une certaine dynamique et finalement j'ai même des enfants qui souhaitent poursuivre justement leur accompagnement en téléconsultation et c'est notamment ce qui s'est passé pour bon nombre de patients pendant l'été 2020 où on était dans un espèce d'entre-deux pris en sandwich entre la fin du premier confinement et l'angoisse, l'attente, un peu anxieuse on doit le dire, d'un second reconfinement qui allait arriver certainement à la rentrée. Ça a été un tout petit peu plus tard que ce que j'avais imaginé, mais là à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, le 2e reconfinement vient d'être instauré et je vous avoue que je suis dans un flou artistique le plus total. Je ne sais pas comment c'est pour vous et d'ailleurs je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à rester connecté sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram et sur Facebook, pour être au courant des dernières actualités que je partage régulièrement sur mes comptes. Parce qu'en fait, on ne sait pas trop. Voilà, le mot qui va résumer cette vidéo, c'est on ne sait pas. On a le droit, pas le droit. Moi, quand je regarde effectivement toutes les directives, tous les formulaires qui sortent, en toute logique, on a le droit. Pour moi, on est indispensable et on ne peut pas faire arrêter un suivi comme ça. Il y a pour plein de patients, pour plein de professionnels, c'est pas possible en fait de faire la téléconsultation. Donc pour le coup, pour moi, ça me semble aberrant de dire que les psychologues ne peuvent pas ouvrir, sachant qu'encore une fois, je le précise et je le reprécise, au premier confinement, on avait le droit en fait. Il y a plein de thérapeutes qui n'ont pas fermé leur cabinet, donc vous avez le droit. L'objectif en fait, c'est vraiment de proposer systématiquement la téléconsultation, de pouvoir la mettre en place le plus possible, mais si à un moment donné, pour des moyens humains, économiques, techniques, la téléconsultation n'est pas possible, et bien là vous passez en présentiel à votre cabinet avec évidemment le respect strict des mesures barrières. L'aspect pratico-pratique, parce que je reçois beaucoup de questions à ce sujet, concernant la téléconsultation et du coup les modalités justement de réalisation de ces dernières, j'utilise 3 choses. Au choix, en fonction de ce que le patient préfère. Moi je m'en moque, que ce soit l'une de ces 3 choses, ça ne change rien pour moi, donc je laisse le choix au patient. Soit FaceTime, soit Google Meet, soit Zoom. Ensuite pour le règlement, je passe soit par virement bancaire, soit par Lydia, soit pour le coup, je diffère le paiement parce que malheureusement, bon nombre de patients ont perdu en pouvoir d'achat parce que soit ils se sont retrouvés en chômage partiel, soit voire carrément en chômage tout court, ils ont perdu leur emploi. J'ai aussi dans mes patients énormément de professions libérales, de statuts entrepreneurs, d'artisans qui pour le coup ont dû mettre leur activité au point mort, en stand-by, voire même carrément arrêter et stopper leur activité. Et pour le coup, je m'adapte aussi au niveau du tarif des séances, aux revenus du patient.
Évidemment, je ne brade pas mes séances, il s'agit juste de différer le paiement. Là aussi, c'est un petit peu compliqué puisqu'il y a des patients qui peuvent involontairement ou non, consciemment ou non, oublier de payer ces séances. Moi, je leur rappelle qu'effectivement, chaque séance est due. Je leur fais une facture. Ça demande pas mal aussi d'organisation administrative, de bien noter quel patient a payé, quel patient n'a pas payé, pour qui, pourquoi, comment, combien, à quel moment. Voilà, donc ça demande une organisation, mais je suis convaincue que je vais y arriver, notamment pour ce deuxième confinement. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est qu'à force d'avoir toujours entre guillemets des dettes par rapport à son praticien, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, va falloir payer et que ça peut être une grosse somme à sortir. Donc ça, encore une fois, c'est à argumenter au cas par cas, en fonction du praticien, en fonction du patient, en fonction du souhait, des désirs, des attentes et des besoins de chacun. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à en parler. Encore une fois, l'argent, notamment en France, c'est assez tabou, mais c'est important vraiment que ça soit au clair et OK dans la relation entre le praticien et entre le patient. Donc pendant les confinements et même entre deux, parce que globalement l'année 2020 a été ponctuée de confinement, déconfinement, reconfinement, annonces, mesures, démesures, re-annonces, ça a été un peu beaucoup le bazar pour rester poli. Donc j'ai eu la chance que mon activité ne soit pas au point mort, j'ai toujours conservé ma file active de patients. Il y a des patients qui se sont plus ou moins saisis de cette téléconsultation. Encore une fois, j'ai évalué en fonction de leurs besoins. Si c'était des patients qui étaient stabilisés, qui n'avaient pas besoin justement de se relancer dans une thérapie très intensive, là, il n'y avait pas de souci. Les séances étaient espacées globalement de 3 semaines à peu près. Et puis souvent, je communiquais avec eux par SMS, juste un petit message pour leur demander comment ils allaient et en leur rappelant que si besoin, il n'y avait pas de souci, je pouvais leur proposer une séance, on pouvait échanger par SMS, je pouvais les appeler, etc., etc. Je précise donc que pour les personnes âgées, comme j'ai pu le dire par avant, ça passait exclusivement par des appels téléphoniques. Et il y a aussi des patients qui m'expliquaient qu'ils n'avaient pas envie de faire de la visio, qu'ils n'étaient pas très à l'aise avec ça, mais qui voulaient poursuivre justement leur suivi psychothérapeutique par téléphone. Moi, en tout cas, j'ai pas pris de nouveaux patients pendant le confinement. J'ai attendu de pouvoir les rencontrer en présentiel au mois de juillet et surtout au mois de septembre et début octobre, quand il n'y avait pas le confinement et que c'était vraiment possible d'accueillir dans de bonnes conditions, toujours entre guillemets, ça reste précaire au niveau de l'accueil des patients. Mais par contre, j'ai vraiment pris mon temps au niveau des nouvelles demandes à leur expliquer que si à un moment donné, il y avait un nouveau reconfinement, voilà comment on allait procéder pour voir si déjà il n'y avait pas des blocages et des choses à désamorcer. Donc pas de nouveau suivi, mais en tout cas toujours une file active présente et je dirais toujours au rendez-vous. J'ai eu quelques lapins en visio, c'est arrivé, mais c'était plus des couacs organisationnels, voire des bugs techniques. Et là, pour le coup, évidemment, j'ai pas fait payer la séance. C'est toujours quelque chose de questionnant, je trouve, de faire payer la séance quand la personne ne vient pas. Mais moi, c'est toujours ce que j'explique dans le contrat thérapeutique que je remets aux patients, à savoir une séance qui n'est pas honorée et donc pas annulée 48 heures à l'avance pour un motif valable, à savoir maladie. Le patient il se réveille avec 42 fièvres le matin, je préfère très honnêtement qu'il reste chez lui. Idem pour un décès, idem pour plein de choses. En fait, on n'est pas là non plus pour savoir toute la vie des patients, il faut aussi respecter le jardin secret de chacun. Mais c'est important aussi que le patient puisse respecter le cadre, respecter notre pratique et comprendre que le psychologue, c'est pas à la carte. Et quand on s'engage à venir à un rendez-vous, on l'honore. Vous l'aurez compris, finalement, l'impact de la crise sanitaire et économique sur mon activité en libéral, elle a plutôt été d'un point de vue organisation, d'une nouvelle routine à instaurer, d'une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de pratiquer. Au début, j'étais pas très chaude pour tout ce qui était virtuel et téléconsultation, notamment pour certains outils auxquels je suis formée, comme le MDR et comme l'hypnose. Pour l'hypnose, il n'y a aucun souci, même au contraire, au tout début de ma pratique, je me sentais pas très à l'aise avec les séances d'hypnose. De plus en plus, je pratique et finalement, la visio, j'adore ça avec l'hypnose, je trouve ça super cool. Pareil pour les séances de méditation, il se passe vraiment plein de choses. Et en fait, comme je n'ai pas accès à pas mal d'informations que le patient peut avoir, je pose en fait plein de questions finalement que je ne poserai pas en présentiel et je me rends compte que ça débloque plein de situations et ça invite le patient du coup à se concentrer encore plus sur ce qu'il ressent pour pouvoir du coup me transmettre une information. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Si c'est le cas, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour faire grandir la chaîne et à la partager aussi. Vous pouvez en parler autour de vous, à des collègues, à des étudiants, à tous ceux qui sont susceptibles en fait d'être intéressés par ce contenu. Pareil sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant d'avoir des petits nouveaux qui découvrent tout ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, faites attention à vous et il me reste à vous dire à très bientôt.